Et puis, comme d'habitude, on va peut-être démarrer par un petit sondage, hein? Hmm. Allez, sondage. Tac, c'est toujours à peu près la même question. Allons-y. Si tout le monde veut avoir la gentillesse de voter. Alors là, on a une égalité parfaite, c'est quand même absolument incroyable. Voilà, si tout le monde pouvait voter, il nous en manque un petit peu encore. Voilà. Ah, je me disais, il n'y a pas de consultant, c'est bizarre quand même. Ok, donc là, tout le monde a voté. Je ferme et je partage. Voilà, donc on a essentiellement une population CARA et R&D. Et je pense que le sujet, effectivement, pour les personnes CARA, c'est comment rendre les process opérationnels, hein. Voilà, je vais me masquer. Euh, Et je te laisse la parole. Albert, tu peux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, Et, oui, oui. et voilà, hein. Ouais, je pense qu'il y a, bon, il y a déjà quelques-uns qui ont assisté au webinaire de premier de celui du 13, du 13 février. Hein. Donc, moi, pour me présenter, donc, je m'appelle Albert Gimfek. Donc, je suis ingénieur dans le domaine de développement des dispositifs médicaux, particulièrement dans ingénieur système et ingénieur assurance et qualité, avec une appétence pour du logiciel, que ce soit logiciel embarqué ou alors logiciel ou logiciel autonome. Donc voilà, j'ai à peu près, on va dire, 8 ans d'expérience dans le milieu. J'ai fait j'ai exercé dans quelques grands groupes, donc petites et moyennes entreprises, start-up aussi. Et ça va faire 2 ans que j'ai rejoint ADN pour développer, on va dire, le pôle dispositif médical et conformité surtout avec des standards des standards de développement logiciel quoi, dans le dispositif médical. Donc, je serai accompagné par François tout au long de cette présentation, qui va nous présenter un petit peu déjà d'abord la société ADN et l'écosystème des outillages qu'on utilise. Donc là, je te laisse la parole, François, pour. Voilà, déjà très rapidement, donc François Grisard, la personne, moi je suis le directeur du département ingénierie système d'ADN, donc département dont Albert fait partie, donc le département qui assiste nos clients dans les bonnes pratiques d'ingénierie système supportées par des outils. Donc, on aide à mettre en œuvre les outils. Comme aujourd'hui, dans cette présentation, on va se focaliser sur la plateforme Atlassian avec Jira et Confluence. On travaille aussi sur d'autres outils d'ingénierie système. Et donc, voilà, dans ce département, à la fois, on aide à mettre en place ces outils et à les utiliser pour les activités de gestion d'exigences, gestion de risques, gestion de tests, gestion de configuration, etc., qu'on a pu dérouler lors de la dernière présentation et qu'on va compléter aujourd'hui. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, via le chat, tac, on essaiera d'y répondre du mieux que l'on peut. Ok. Et donc, pour ceux qui n'ont pas assisté au premier épisode, dans celui du 13, qui portait sur les modules gestion des exigences, gestion des tests et intégration, ainsi que la maintenance, donc tous ces modules-là appliqués à la suite avec l'outillage Atlassian, n'hésitez pas à les consulter notre replay ou le support qui est normalement disponible, quoi. Donc pour aujourd'hui, donc le deuxième épisode, on va un petit peu échanger, on va parler de la gestion des risques du logiciel, notamment le positionnement au sein de la gestion de risque globale et les différentes étapes de gestion de risque d'un logiciel. En module 6, on va voir ensemble la gestion des configurations du logiciel, donc à la fois l'identification, par exemple, des éléments de configuration, la maîtrise des modifs, le contrôle des versions, et ainsi de suite.
On voit en 7 la gestion des problèmes, la gestion des problèmes, ou alors PR, l'appellation qu'on utilise très souvent, donc, création ou alors la gestion de ces problèmes-là. Et on va conclure un petit peu avec notre proposition ADN qu'on préconise très souvent. Donc François, je te laisse. Donc ADN en 2 mots, donc une société de conseil présente principalement à Paris et à Lyon, organisée autour de 4 centres de compétences. Donc aujourd'hui, donc c'est le centre ingénierie système qui est à l'honneur, mais aussi de départements qualité, agilité et sérialisation. Donc avec un gros focus sur les domaines pharmaceutiques et dispositifs médicaux, même si on a aussi des clients dans d'autres domaines type nucléaire, avionique, tous des domaines avec des fortes contraintes réglementaires, comme c'est le cas pour les dispositifs médicaux. Donc la vision d'ADN, hein, c'est qu'on va déployer un peu déjà dans ce webinaire, c'est de vous proposer des consultants qui sont formés, donc à la fois, comme je le disais, sur les processus, mais aussi sur les outils aidant à mettre en œuvre efficacement ces processus, notamment dans les domaines avec des contraintes réglementaires fortes. Une volonté donc de se focaliser sur la valeur des activités, donc une vision non pas orientée document, mais production de données de qualité. Et c'est ça que nous permet de faire la plateforme Atlassian notamment. Donc via un outillage adapté, donc qui se base donc dans les exemples qu'on va proposer aujourd'hui sur les fonctionnalités de la plateforme Atlassian, mais avec donc un certain nombre de plugins. Donc on voit un peu ici, et puis voit des paramétrages et des développements complémentaires qu'on est capable d'assurer. Donc, la plateforme Atlassian, donc l'avantage qu'on y voit de base, c'est Attends, François, je voudrais juste revenir peut-être sur le slide précédent. Excuse-moi, je suis oui, désolé de te couper l'herbe sous le pied là. Hein. Vraiment, notre vision, c'est de proposer des consultants formés qui connaissent ces outils et qui vont délivrer le service qu'ils ont l'habitude de délivrer. Voilà. C'est très important parce que, en fait, on se rend compte aujourd'hui que le vrai sujet, c'est la conduite du changement. Et donc, quand on met à disposition des consultants qui sont déjà formés, ils deviennent vraiment acteurs du changement. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser le travail. Alors, soit avec notre plateforme, soit avec votre plateforme, puisque notre stratégie, c'est pas de vous vendre un logiciel supplémentaire, mais c'est d'utiliser votre actif existant. Et la plupart des gens qui sont ici, donc, ont au moins Jira et Confluence. Et quand on fait des sondages, on voit que la plupart des temps, les gens ont Jira, Confluence et ils commencent à avoir Jira Service Management. Mais notre idée, c'est de faire de la prestation de manière transparente en s'appuyant sur les outils, pour vous faciliter ce changement. C'est le consultant qui va déjà installer les plugins, configurer, etc. Et vous allez déjà ainsi être en mesure de démontrer la valeur de l'outillage et donc la capacité de l'outillage associé à des consultants formés pour réduire les coûts, réduire les délais, puisque c'est quand même le sujet qui revient systématiquement. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Aujourd'hui, quand vous faites appel à un consultant ADN, il est capable de délivrer le service à travers ces outils-là. Et si vous voulez des exports Word, etc., pour vous rassurer tout, il n'y a pas de problème. Voilà, excuse-moi, je referme la parenthèse, mais c'est important parce qu'on se rend compte que c'est quand même ce qui marche le mieux pour aider les entreprises à se transformer. Voilà, donc comme je commençais à le dire, effectivement, donc cette réduction des coûts et des délais donc va se faire sans sacrifier la qualité des données, bien au contraire, justement en se focalisant sur la qualité des exigences, des risques, des tests qu'on va pouvoir créer en se focalisant sur les activités à valeur ajoutée. Et donc via un écosystème là, qui est présenté sommairement ici, qu'on a déjà pu détailler en partie
la semaine dernière et qu'on va compléter cette semaine. Donc, comme je commençais à le dire, dans la plateforme Atlassian, elle propose déjà en standard un certain nombre de fonctionnalités qui nous semblent vraiment à forte valeur ajoutée pour voilà, partager les données entre toutes les personnes qui collaborent sur un projet, permettre à chacun de se focaliser sur les données qui sont utiles pour lui et les partager avec les personnes qui doivent faire des revues, etc. Voilà, via la gestion de workflow qui va nous permettre voilà, d'assurer que les données produites sont de qualité. Et puis, un certain nombre aussi pour les chefs de projet, les directeurs de projet, des tableaux de bord, des possibilités d'exploit qui vont permettre de piloter efficacement toutes les activités. Ok, merci François pour ces détails, pour cette explication. Donc, on va poursuivre avec le premier module d'aujourd'hui, donc la gestion des risques logiciels. On va aborder, comme j'ai dit tantôt, le positionnement au sein de la gestion de risque globale, donc la gestion de risque globale au sein pour un DM donné, et les étapes du processus de gestion des risques d'un logiciel, quoi. Donc, Je lance le petit sondage, peut-être, Oui. Albert, hein, parce que il me semble qu'il avait prévu un petit truc. Hop. Voilà, si tout le monde pouvait voter. c'est vrai que non, on ne voit pas le sondage. Ouais, mais je vais le partager une fois que. Moi, je le vois en direct. Voilà. D'accord. Mais, je partage le résultat comme d'habitude. Ok. Surtout que nos auditeurs le voient, c'est l'essentiel. Oui, absolument. Absolument, François, tu as complètement raison. Voilà, il nous manque encore un petit 15% de vote. Si on pouvait avoir 100% de vote, comme tout à l'heure, ça serait super. Donc, il y a peut-être une personne qui n'a pas voté encore. Un petit effort, 1, 2, 3, 4, 5. Non, elle ne veut pas, apparemment. Ah, si, ça s'améliore un petit peu. Bon, de toute façon, la tendance est là. Elle est lourde et elle est prévisible, vous allez le voir. Hein. Voilà. L'analyse de risque, et ben voilà, le champion du monde, c'est Excel. Hein. De manière un peu plus surprenante, Word. Voilà. Euh, Et donc, ce qu'on va essayer de vous montrer, eh ben, c'est comment intégrer tout ça à l'environnement Atlassian. Alors, on n'avait pas prévu de ce sondage-là, mais est-ce que tout le monde, par message, pouvait me dire en parallèle si ils utilisent Jira ou pas? Voilà. Et ensuite, on va laisser par message, vous me dites oui, j'utilise Jira, oui, j'utilise Jira, machin. Et en attendant, on va laisser Albert avancer. Voilà. Ok. Ok. Ok, merci. Donc, on va poursuivre. Hein. Mm. Donc, d'abord, positionnement au sein de la gestion du risque global. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de voir que la gestion de risque logiciel elle fait partie intégrante de la gestion de risque au niveau système, donc gestion de risque global, avec la particularité qu'il va avoir quelques activités supplémentaires pour ce qui est du logiciel dispositif médical. Et cela va requérir une connaissance de l'architecture, logicielle, parce qu'au final, il faudra être capable d'identifier des éléments logiciels, identifier aussi des mesures de maîtrise, de contrôle des risques qui sont très souvent liées à l'architecture du produit. Donc, ça peut être des spécifications logicielles de haut niveau, ça peut être aussi des spécifications un peu plus d'architecture, comme par exemple la ségrégation, qui est une mesure de contrôle du risque. Et donc voilà, donc au final, la gestion de risque dans le logiciel va requérir une connaissance de l'architecture. Et à côté de cela, en parallèle, il y aura d'autres activités d'analyse de risque qui sont plutôt liées cette fois-ci à l'habitude, à l'utilisation, pour ce qui est de la norme 62 366, de la sécurité électronique,
pour ce qui est de la 66.1.1, de l'évaluation biologique pour des produits qui sont en contact direct avec le patient, type prothèse ou alors moniteur de glycémie par exemple. Voilà, il faudra effectivement mener une évaluation du biologique, de la biocompatibilité, quoi. Il y aura aussi des aspects effectivement de sécurité, de cybersécurité. Effectivement, c'est un sujet qui est très d'actualité actuellement que ce soit dans le domaine du dispositif médical ou dans le sens général avec l'évolution effectivement des nouvelles technologies numériques. Donc il y a une norme effectivement actuellement qui est en cours d'harmonisation, il me semble, en cours d'harmonisation dans le cadre du MDR. Effectivement, la FDA est beaucoup plus avancée sur le plan de la cybersécurité avec des standards qui sont déjà des guidelines qui sont suffisamment bien détaillés là-dessus. Mais côté MDR, il y a des choses qui sont également à venir avec une harmonisation d'une norme. Si c'est pas au cours de cette année, ça sera peut-être certainement pour l'année prochaine. Donc, quelques étapes de gestion les étapes de gestion des cycles de vie d'un logiciel, donc comme j'ai dit tantôt, ce sont les mêmes parce qu'au final, ce sont les mêmes que la gestion de risque d'un produit global. Parce qu'au final, la norme, la 62304 précise que le fabricant doit être capable d'appliquer un processus de gestion de risque qui est conforme à la 14971. Et donc, comme je disais tantôt, la gestion de risque logiciel doit être intégrée au processus de gestion de risque du DM global et par conséquent ne peut pas être traité de façon isolée, quoi. Et donc, ça veut dire que les étapes sont les mêmes, comme je l'ai dit tantôt, avec quelques activités complémentaires, telles que l'identification des éléments logiciels qui contribuent à des situations dangereuses. Pour chaque élément logiciel, du coup, il faudra déterminer la classe de sécurité, et au final, ça sera l'analyse des risques résiduels qui va nous permettre de déterminer la classe de sécurité de chaque élément logiciel et par conséquent la classe de sécurité du logiciel global, quoi, qui sera au final la classe de sécurité de l'élément logiciel la plus haute hautement qualifiée, quoi. Donc on aura aussi une activité supplémentaire qui sera dédiée cette fois-ci au logiciel de provenance inconnue. Il faudra évaluer du coup les défaillances, leurs défaillances potentielles qui peuvent causer à une situation dangereuse, quoi, un danger. Et pour ce qui est également des changements, des changements logiciels, il faudra effectuer des activités pareilles, des gestions de risque. En termes d'analyse des risques, donc l'idée ici c'est d'analyser les situations dangereuses, et la norme est spécifique qu'il faudra identifier les éléments logiciels qui contribuent à des situations dangereuses, comme j'ai dit tantôt, ça fait partie des activités supplémentaires. Il faudra également identifier les causes potentielles, effectivement, comme ça. C'est comme dans toute activité d'analyse des risques, d'identifier les causes potentielles de leur contribution à la situation dangereuse. Et donc, au final, si une défaillance ou un résultat inattendu provient d'un logiciel de provenance inconnue, il faudra du coup déterminer les causes potentielles de cette situation dangereuse et évaluer toute anomalie de la liste du coup qui aura été établie par le fournisseur du SOUP et applicable à la version du composant qui est utilisé dans le cadre du DM. Donc tous ceci, ce sont des exigences que spécifie la norme, la 62304, pour des logiciels de classe B et C. Sachant que pour les logiciels effectivement de classe A, la norme est un peu plus souple là-dessus, quoi. Donc pour mettre en œuvre tout cela, pour mettre en œuvre du coup l'analyse des risques avec l'écosystème Atlassian, en fait là on part du principe que le mieux ce serait de supprimer l'analyse des risques qui est faite sur des
de façon classique sur Excel, par exemple, qui sera remplacé cette fois-ci par des projets des gestions de risque beaucoup plus collaboratifs avec un plugin Agira qui s'appelle SoftComply, SoftComply Risk Manager, qui permet en gros de créer des projets de gestion de risque qui sont conformes effectivement à la 14971, quoi. On va voir qu'effectivement on pourra pareil configurer la matrice d'évaluation des risques, donc à la fois des paramètres tels que la gravité, la probabilité, et bon, pour d'autres, pour des analyses beaucoup plus process, on aura la détectabilité qui est possible aussi de paramétrer dans ces configurations de matrice d'évaluation des risques. Donc après le paramétrage de l'évaluation de la matrice d'évaluation de risque, on aura le choix du modèle de tableau de risque qu'on pourra utiliser. Là, l'outil dispose de quelques modèles qui sont pratiques dans le cas de développement, que ce soit de dispositifs médicaux qui contiennent pas du logiciel. On pourra effectuer des FMEA, par exemple, pour pouvoir effectuer des analyses des risques beaucoup plus liées à l'utilisation du type URR, User Related Risk. Et donc, dans notre cas, on va pouvoir les personnaliser en rajoutant, dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, on va pouvoir rajouter des colonnes, par exemple, éléments logiciels qui ne sont pas disponibles, tas de sécurité, par exemple, et le rapport bénéfice-risque qui est effectivement une donnée qui est exigée, on va dire, qui est recommandée par le MDR. Et donc, le tableau, lorsqu'il sera effectivement configuré, on aura un tableau qui est semblable, voilà, une page à une configuration sur Excel, et on pourra du coup créer chaque risque et saisir de façon manuelle ou automatique avec certaines règles d'automatisation qui permettent en gros la saisie automatique de certains champs. Donc comme j'ai dit tantôt, là c'est un exemple pendant le setting du plugin, on aura cette interface où on va choisir le modèle de tableau de gestion de risque qui sera qu'on va utiliser dans notre cas. Donc là, on voit bien que on a un template de modèle de type risque analyse des risques, qui est compatible avec la 14911. On a des modèles du type, cette fois-ci, FMEA, qui va nous permettre, dans notre cas, de déterminer les différentes défaillances potentielles d'un logiciel. On aura aussi d'autres templates, un template, on va dire, où on va plutôt configurer le template partant de 0. Voilà. Et donc au final, quand on aura choisi, dans notre cas, quand on a choisi le template du type analyse de risque, on va pouvoir le configurer. Et voilà, au final, le résultat, il ressemble à peu près à cela. C'est une partie un petit peu du tableau. On va voir les colonnes qui qu'on reconnaît assez facilement. Le résumé, le danger, la cause, la situation dangereuse, l'élément logiciel, du coup, qui est la colonne qu'on a rajoutée, le préjudice, la gravité initiale, la probabilité initiale et au final le risque initial, le résultat du risque initial. Et donc en paramètre de configuration de matrice d'évaluation des risques, du coup le plugin il permet de configurer cela de cette façon et donc configurer à la fois la gravité et la probabilité. On peut aussi avoir l'acceptabilité. Et tout ceci peut être effectivement exporté sous forme de document qui va être inclus par exemple dans le plan de gestion des risques qui sera du coup diffusé. Et en matière de mesure de contrôle des risques, donc là, ce que spécifie la norme, c'est de définir et documenter les mesures de maîtrise du risque pour chaque cas où un élément logiciel peut contribuer à une situation dangereuse. Et si une mesure effectivement de maîtrise de risque est développée comme partie d'une fonction d'élément logiciel, il faudra du coup
l'inclure dans les exigences du logiciel. Donc, ça peut être une exigence du type SRS, architecture, comme j'ai dit tantôt, attribuer à chaque élément logiciel qui contribue à l'implémentation d'une mesure de maîtrise de risque, une classification. Du coup, pour chaque élément logiciel, il faudra attribuer une classification et au final développer l'élément logiciel en respectant le chapitre de la section de développement logiciel de la norme. Donc là c'était pour la mesure des contrôles des risques. Donc cette fois-ci pour la vérification des mesures de contrôle des risques. Donc l'idée ici, ce que précise la norme, c'est d'implémenter chaque mesure de maîtrise de risque et vérifier, et la vérification du coup doit être documentée. Et puis revoir chaque mesure de maîtrise de risque et déterminer si elle peut mener à une nouvelle situation dangereuse. Et après, du coup, il faudra documenter la traçabilité des dangers du logiciel. Documenter la traçabilité, non pas la traçabilité, là c'est la traçabilité entre la situation dangereuse et l'élément logiciel, entre l'élément logiciel et la cause et la cause du logiciel spécifique, entre la cause du logiciel et la mesure de maîtrise des risques, et entre la mesure de maîtrise des risques et sa vérification. Donc, pour mettre en œuvre cela, donc à la fois mettre en œuvre le contrôle, les mesures de contrôle des risques et aussi et derrière la vérification, nous nous basons effectivement toujours donc cette fois-ci, nous nous basons sur des mesures de contrôle des risques qui seront cette fois-ci des tickets Jira, des tickets qui seront sous forme des tickets Jira pour chaque mesure de contrôle, de mitigation. Donc, on aura des tickets Jira dont le type de ticket Jira est fonction du domaine de mitigation. Donc, on aura à la fois des types de tickets Jira plutôt logiciels, matériel, IFU, des choses comme ça. Donc, ce sont les choses qu'on peut personnaliser au niveau de Jira, question d'être voilà, de savoir effectivement qu'un type logiciel, un type de mesure de contrôle des risques est lié à un type de mitigation proprement dit. Et voilà, là on peut effectivement aussi lier le ticket de mitigation au ticket de risque, effectivement. Bon, et pour ce qui est de la vérification des contrôles des risques, bon, la vérification se fait, on propose de le faire à partir de tickets Isray. Isray qui est un plugin de gestion des tests. Hein. J'ai un plugin de gestion des tests de Jira. Dont on a parlé il y a 2 semaines. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. On l'a évoqué il y a 2 semaines dans le module développement, processus de développement logiciel. Et là, au travers de cette vue, là, ce qu'on voit, c'est tout l'intérêt de gérer ça dans une plateforme collaborative type Jira où on a une traçabilité, donc avec à la fois les exigences et les tests et risques, ce qui facilite les analyses d'impact lors des modifications. Exactement. On va en reparler. Ouais. Et donc au final, là, c'est un aperçu à peu près de la partie évaluation des risques. On va avoir la colonne mesure de contrôle des risques, la vérification de ces mesures. Ensuite, on aura la gravité résiduelle, la probabilité résiduelle, le niveau de risque, la classification, du coup, la classe de sécurité de l'élément logiciel, parce qu'au final, je l'ai mis là-dessus parce qu'au final, elle est dépendante de la gravité. Elle est dépendante de la gravité résiduelle de l'élément logiciel. Donc, tant qu'on n'a pas effectué cette analyse de risque résiduel, on ne peut pas exactement savoir la classe de sécurité d'un élément logiciel. Donc, on aura aussi une colonne acceptabilité, le bénéfice attendu. Ouais, élément important, la version qui est applicable. Dans le cas où on a un produit qui dispose un produit logiciel qui dispose de plusieurs versions qui sont commercialisées, qui sont utilisées, on va avoir certains risques qui sont liés à une version logicielle, qui ne sont pas forcément liés à une autre parce que du coup la fonctionnalité n'a pas été développée dans cette version-là. Donc on va pouvoir effectivement filtrer à partir d'ici, par exemple, on pourra filtrer simplement les risques qui sont liés à une version donnée, quoi. Et tout ceci, on peut être capable de l'exporter effectivement dans un document
pour être complètement diffusé, pour être diffusé. Donc là, c'est au final le ticket risque. Donc là, c'est une instance de risque dans lesquelles on va retrouver effectivement les mêmes champs que dans le tableau. On va avoir le danger, la cause. On pourra également assigner ce risque ici à une personne, à un membre de l'équipe pour traitement, ou alors pour analyse d'impact, ou alors pour contrôle, hein, donc donner des mesures de contrôle des risques. Donc, on va avoir quoi d'autre comme élément qui est intéressant là-dessus. Bon, la classe de sécurité, on l'a déjà évoqué. Donc, ouais, non, je ne vais pas plus m'attarder dessus. Bon, c'est quasiment les mêmes champs qu'on retrouve dans le tableau de gestion de risque. Donc là, c'est une petite démo complète de la gestion de risque. Donc là, ici, on configure, on paramètre la matrice d'évaluation. Ici, c'est la table de risque, où je pense qu'il va rajouter, voilà, il va créer un nouveau risque ici. On va donner un résumé un petit peu, la cause. J'essaye d'avancer un peu plus, là, question de pas trop perdre de temps. Donc là, c'est l'élément logiciel qui va saisir. Donc, qui est un ticket DRA. Donc, l'élément logiciel, c'est celui-là, c'est un ticket DRA du type architecture. Donc là, c'est le préjugé on va dire là, ici, c'est le préjugé qui est défini. Là, on va rentrer on va rentrer la gravité et la probabilité initiale. J'essaie d'avancer. Donc là, on aura, pour la mesure de contrôle de risque, il va simplement rajouter la mesure qui est sous forme de ticket GRA qui est là-dedans. On voit des champs qui se calculent automatiquement. Il y aura certains champs effectivement qui seront remplis automatiquement à partir des règles d'automatisation qu'on aura définies, hein, par exemple sur Scriptrunner qui est un autre plugin. Donc là, c'est la gravité, la probabilité résiduelle, le bénéfice attendu qu'il va régler. Donc à partir de là, il y aura certains champs qui seront remplis automatiquement, notamment par exemple la classe de sécurité dans laquelle on a défini une règle d'automatisation avec la gravité résiduelle. Là, on voit bien que ces champs-là sont complétés. Donc ici, au final, après avoir rempli tout cela, on peut exporter notre tableau de risque dans une page, par exemple une page Confluence, pour constituer en gros notre projet, notre fichier dossier de gestion de risque, où on va retrouver ce tableau-là avec d'autres éléments, d'autres analyses de risque de type FMEA, ou alors analyse de type ERR. Et donc voilà quelques avantages au final de gérer ces risques-là plutôt en utilisant des outils Jira et SoftComply. Donc l'avantage numéro 1, c'est déjà d'avoir des matrices, des tableaux de gestion de risque qui sont déjà initiés par des modèles proposés, un petit peu comme on a vu tout à l'heure, de créer des risques et de les saisir de façon aisée, les champs, et d'avoir la possibilité d'assigner à chaque évolution du risque, d'assigner à des personnes, aux membres de l'équipe concernée, d'avoir la traçabilité automatique des risques avec l'élément logiciel, les mesures de contrôle de risque et les mesures de vérification. Mais on va pouvoir aussi avoir la possibilité de générer de façon automatique, on a vu tout de suite la documentation du type critères d'évaluation qui sont inclus dans le plan de gestion de risque et le tableau de risque qui fera partie également du dossier de gestion de risque. On aura également des utilisateurs guidés
Bah, on pourra utiliser cela permettra également aux utilisateurs d'être guidés pendant l'application de processus de gestion des risques via des workflows et des champs qui sont personnalisés sur un objet risque, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier module, donc la gestion de risque. Le prochain, ce sera la gestion de configuration. Philippe, tu souhaiterais partager un sondage ou je poursuis? Non, en fait j'en avais un là. C'est peut-être un peu D'accord. rétrospectif, mais bon, tant pis. Hop. Ok. Donc, je poursuis? En fait, j'ai demandé aux gens de voter là, hein. D'accord, ok. Lancer le sondage. T'as lancé, Mm. Alors, j'ai pas beaucoup de votants, hein. J'ai beaucoup d'abstentions là, hein. J'espère que ça va. Voilà. Mm. Tout le monde pouvait voter. Donc, bon, c'est assez rassurant, hein. Je vais fermer le sondage et je vais le partager. Voilà. Donc, on a bien un lien entre l'architecture logicielle et les risques associés. Bon, c'est peut-être fait avec Excel ou avec Word. C'est peut-être pas super dynamique, mais voilà, c'est fait quoi. Ok, on avance? yes. Donc, pour la gestion de configuration logicielle, donc quel est l'objectif ici? C'est de pouvoir tracer les éléments logiciels les éléments de configuration de logiciel, de façon à ce que on puisse être capable de récupérer une ancienne version, de la construire à chaque moment, quoi. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait en, en identifiant les éléments qui constituent le logiciel, y compris pareil, leur documentation. Donc, il y aura certains documents qui sont considérés comme éléments de configuration de logiciel. Donc on aura aussi, derrière, il faudra aussi maîtriser les modifications et les versions des éléments de logiciel, pardon, et fournir l'historique des modifications de ces logiciels-là. Donc là, j'ai mis une petite définition de ce qu'on appelle un petit peu éléments logiciels, donc qui peuvent être soit des fichiers sources, des fichiers build, des makefiles par exemple, des bibliothèques, des documents d'utilisation ou documents de spécification, quoi. Et donc la norme, la 102.304, elle a quelques exigences par rapport à cela. Donc elle reprend effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, dont établir le cadre pour identifier les éléments de configuration et leur version en accord avec la planif. Et pour des éléments de configuration du type SOP, eh ben, il faudra documenter le titre du logiciel de provenance inconnue, le fabricant, son fabricant, l'appellation unique du SOUP qui peut être soit la version, soit le numéro du patch ou une désignation de mise à jour. Et derrière, il faudra documenter l'ensemble des éléments de configuration, les versions qui constituent au final la configuration du système logiciel pour une version, on va dire une version en release donnée, quoi. Et donc, comme j'ai dit tantôt, on va pouvoir distinguer des éléments de configuration du type programme, donc fichier source. On aura des fichiers sources, on aura du makefile, on aura des SOAP, on aura des tests unitaires aussi qui peuvent être considérés comme éléments de configuration. Alors, à côté, on va avoir des documents, cette fois-ci des éléments de configuration du type document. Donc, Albert, je suis désolé de t'interrompre, mais il nous reste à peine un quart d'heure et il y a bon, encore beaucoup de slides à passer, donc je pense qu'il faut que tu accélères un petit peu. ok, donc ce que je peux dire, donc au niveau du programme, au niveau des éléments de configuration du type programme, on va pouvoir à partir par exemple de Bitbucket suivre l'évolution d'un fichier source par exemple, avec la possibilité de visualiser l'évolution d'un élément de configuration d'une version donnée à une suivante, quoi.
pour ce qui s'agit des documents, on va utiliser le processus de maîtrise de risque, enfin, de maîtrise documentaire, maîtrise documentaire du SMQ. Donc, en termes de maîtrise des modifications, il va falloir, pour chaque modification d'un élément de configuration, il va falloir, du coup, après enregistrement de la demande de modification, il va falloir approuver la demande de modification, donc implémenter cette demande et vérifier la modification qui aura été faite et produire la traçabilité entre la demande, le changement et par exemple un problème qui aura été identifié. Donc là ici c'est un exemple de workflow que j'ai proposé pour une demande de changement où la demande de changement lorsqu'elle sera soumise elle va être assignée pour analyse. Après assignation pour analyse elle sera assignée pour implémentation, elle sera implémentée. Ensuite après l'implémentation elle sera assignée pour vérification. Voilà. Ici, bon, c'est un petit peu là, après avoir créé une demande de changement via un portail, un GSM. Donc, on a vu cela dans le chapitre maintenance, dans le webinaire du 13, comment est-ce qu'on peut gérer, créer des retours, des réclamations via un portail GSM, une demande de changement par exemple, via un portail GSM. Là, c'est ce à quoi ressemble un ticket de demande de changement sur Jira. On va retrouver des onglets un onglet défaut qui va contenir des informations qui ont été remplies pendant l'enregistrement du problème via le portail JSM. On va avoir un autre onglet où on va initier la demande du changement. Un autre où on va implémenter ce changement et un dernier, on va le finaliser. Dans la finalisation, c'est la vérification de l'efficacité. Donc, effectivement, si cela a été efficacement implémenté. Et derrière, on pourra également approuver approuver le changement cette fois-ci à partir, par exemple, des signatures via des signatures électroniques qui est possible de faire sur Jira. Et donc l'avantage au final de pouvoir gérer ces configurations, maîtriser ces changements via des outils Atlassian, c'est de pouvoir identifier on va pouvoir identifier de façon légère les modifications dans le fichier du repos Bitbucket. On va pouvoir documenter les éléments de configuration dans un espace collaboratif dans le cas où on utilise par exemple Confluence et le plugin DMC, donc qui est un autre plugin, que nous avons développé pour la maîtrise documentaire. On aura aussi la possibilité d'avoir des workflows qui sont adaptés aux demandes de changement avec conditions de transition. Et pour des comptes rendus des meetings CCB, on pourra les documenter sous Confluence de façon à ce qu'ils soient attachés au ticket de demande de changement, avec l'avantage par exemple, dans la documentation des meetings CCB, d'avoir la possibilité de créer des templates, des modèles de meetings CCB pour simplement les remplir sous forme de pages Confluence. Change Control Board ou comité de contrôle des changements. Oui, voilà, Change Control Board. Donc l'interaction entre les membres de l'équipe via des champs notes internes et internes. Donc à partir d'une demande de changement, on va pouvoir interagir avec l'initiateur de la demande de changement, ou alors qui peut être externe ou interne. Signer la signature électronique. Il faut accélérer un petit peu, Albert, je suis désolé. Et pour finir avec la traçabilité naturelle entre la demande de changement et les interfaces et les autres artefacts. Bon, pour le contrôle de version, on va utiliser le système de contrôle de version qui est très souvent le plus répandu, qui est Git du coup. Et donc, dans ce processus de contrôle de version, il va falloir décrire le processus de contrôle de version, c'est-à-dire l'aperçu, l'usage de l'usage qu'on en fait, le modèle de branche qu'on utilise, c'est-à-dire le type, le nommage, les commandes très souvent utilisées,
Décrire aussi les éléments de configuration qui sont stockés dans le dépôt, quel type d'éléments de configuration seront stockés là-dedans, le modèle de versionning, comment est-ce qu'on nomme les versions et comment est-ce qu'on les tag, le gestionnaire de dépôt, donc le gestionnaire de dépôt qui est utilisé, qui peut être soit Bitbucket ou alors GitLab, qui est pareil, qui est intégrable à l'outillage Atlassian, à Jira bien sûr, et les workflows, on décrit le workflow qu'on va utiliser après chaque modification du code source. Donc, par exemple, là, ici à droite, c'est un exemple de workflow qu'on utilise après chaque modification du code source. Donc, après tout cela, après la maîtrise des changements. Il faut passer au prochain chapitre, je pense, sinon on ne sera jamais dans les thèmes. Bon. Tac. Donc, je passe au prochain. Oui, je pense peut-être même juste faire le petit sondage. On avait un petit sondage justement sur les changements là. Bon, là, je voulais simplement préciser qu'à ce niveau-ci, on se pose souvent la question de quand est-ce qu'on réalise les enregistrements. Donc, pour ce qui s'agit des documents, on va le faire dans le cadre du processus de maîtrise documentaire via des enregistrements, par exemple. On va le faire au plus tard après l'approbation. Bon, ça, c'est pour ce qui s'agit des documents. Pour ce qui s'agit des produits logiciels, on va le faire soit en entrée soit dès le début de l'intégration, au plus tard à la première diffusion du logiciel. Je partage le sondage. Voilà, pour les demandes de changement. C'est autre. Alors, si les personnes pouvaient répondre par message le autre, en fait, quoi ça correspond. Ah, d'accord. Il y en a qui me parlent de Arena, très intéressant. Ok. PLM Arena. Viva, c'est encore autre chose. Ouais. Confluence. Confluence, oui, c'est assez. Ça peut le faire aussi. Ok. Ok. GLPI. GLPI, mon Dieu. Intéressant. Très bien. Allez, on continue. Oui. Ok, donc dernier module lié, on va dire, cette fois-ci à la norme, hein. On aura une partie de présentation de l'offre plus tard. Donc, le dernier, c'est la gestion des problèmes du logiciel. Et l'objectif ici, c'est de s'assurer que les problèmes qui sont constatés au cours du développement sont bien analysés et résolus. Donc, on va avoir des problèmes qui sont soit issus des tests unitaires qui ne sont pas forcément obligatoire de les enregistrer dans le système de tracking des problèmes. On va avoir d'autres problèmes qui sont issus des tests d'intégration, des tests de vérif. Pour ce qui s'agit de la validation, donc cela, c'est pas décrit dans la 104, on va dire, c'est beaucoup plus décrit dans d'autres normes, telles que l'utilisation. Et là, c'est l'utilisation des problèmes qui sont cette fois-ci liés à l'utilisation après la release, après la release du logiciel. Donc, je crois qu'effectivement, on va distinguer à la fois le traitement des problèmes qui sont identifiés pendant la maintenance et des problèmes qui sont identifiés pendant le développement. Donc, on va avoir, pour ce qui s'agit des problèmes qui sont identifiés après la release, donc ça, dans le cadre de la maintenance d'un logiciel, le process de traitement, il est un peu plus, un peu plus complexe parce que des fois, ça peut être dans le cadre, ça peut être un problème qui a été identifié sur un produit qui est déjà commercialisé. On va retrouver la plainte d'un utilisateur qui va aboutir à une non-conformité. Et tous ces problèmes seront enregistrés via un portail, via une feuille, un formulaire SGSM
Jira Software Manager, et qui vont découler vers une qualification de l'anomalie de type PR. Et derrière, après analyse du coup, analyse d'impact, on va rentrer dans un processus de résolution du PR, ou alors déclencher des actions CAPA par exemple, pour des actions un peu plus correctives, ou alors des actions préventives, quoi. Donc là, le traitement, il va se faire sous forme d'étiquette Jira. Et d'autre part, on va avoir des problèmes qui seront plutôt identifiés pendant le développement, donc à la fois pendant l'intégration et les tests d'intégration, ou alors pendant des tests système, qui vont aboutir à ce qu'on va appeler des défauts, ou alors des bugs, et qui vont être résolus simplement sans forcément complexifier le workflow. Et donc au final, donc là ici c'est un exemple, au final après avoir là ici c'est un exemple d'un bug qui a été identifié pendant un test, et donc on va reprendre les actions qui ont permis du coup de l'identifier. Et là ici d'autre part, du coup c'est pareil, c'est un exemple d'un PR qui a été identifié après la release, où on va avoir beaucoup plus d'étapes d'investigation de ce problème. On va voir les informations générales qui sont saisies dans le formulaire. Une première phase d'évaluation technique qui va nous permettre de déterminer s'il s'agit effectivement d'un problème, si on peut le qualifier effectivement d'un problème ou pas du tout. Une autre phase d'investigation technique, on va effectuer une analyse d'impact un peu plus approfondie, et derrière un onglet où on va le traiter, quoi. Donc la norme va aussi demander d'avoir des moyens de déterminer les tendances et de vérifier que la résolution du problème elle est bien effective. Donc là ici, grâce à l'outillage Atlassian, on va pouvoir le faire via des rapports, par exemple, des rapports des problèmes, des métriques, des dashboards, on va dire, des dashboards qui sont possibles de ressortir sur Jira, qui vont nous permettre, par exemple, ici d'avoir un aperçu de la répartition, on va dire, de la répartition des PR. Donc ici, des PR qui ont été soumis, des PR qui ont été, la quantité qui a été clos, d'autres qui ont été confirmés, et ainsi de suite. Et pour avoir des rapports un peu plus détaillés de tendances, on va utiliser des outils un peu plus approfondis du type Jira Service Manager Asset. On va pouvoir configurer des rapports des tendances un peu plus avancés, quoi. Je ne l'ai pas présenté là, sinon ça en fera un peu trop, quoi. Et donc pour finir, du coup, l'avantage du coup de mener cette gestion de problèmes via l'outillage Atlassian, c'est de pouvoir avoir un système de monitoring en fonction de définir un système de suivi des problèmes en fonction de la phase du cycle de vie, donc avec la distinction du développement et pendant la maintenance, de pouvoir personnaliser des workflows, d'avoir des workflows qui sont personnalisés et adaptés à chaque type d'anomalie, de pouvoir avoir, on va dire, un écosystème un peu beaucoup plus collaboratif. On pourra, par exemple, pour un PR ou une demande de changement, assigner à un membre de l'équipe à chaque étape de l'évolution du ticket, et en plus d'avoir une traçabilité tout à fait naturelle entre des problèmes, ou alors entre les problèmes et les demandes de changement. Et l'avantage final, le dernier avantage, c'est que bon, avec d'autres outils qui sont très souvent utilisés dans le cadre de développement du type GitHub, Jenkins, Confluence sont intégrables effectivement à l'outillage Atlassian. Donc voilà, je pense que j'ai parcouru à peu près tous les modules. J'espère que j'ai pas été trop lent. Je vais laisser la suite à Philippe qui va présenter un petit peu. J'ai une petite question justement subsidiaire avant de passer à l'offre dans le détail. Voilà, je vais lancer le sondage. Voilà. Seriez-vous prêt ou prête à prendre un consultant pour implémenter les processus avec Atlassian
en parallèle d'une prestation. Oui, non, pourquoi pas. Voilà, si tout le monde pouvait voter, ça serait formidable. Bon, il n'y a aucun engagement, hein, c'est juste un sondage, hein, évidemment. Ok, il me reste encore un petit pourcentage de vote. Mais je vais partager le résultat. Voilà, donc pourquoi pas. Ok, et un petit 8%. Donc bon, l'expérience montre qu'en fait que c'est la méthode la plus efficace, hein, pour arriver à implémenter rapidement et à conduire du changement via un consultant en fait qui est vraiment un acteur du changement. Voilà. Sinon, l'offre d'une manière générale, peut-être, donc conseil, intégration, formation, on va peut-être en dire 2 mots. Tu me mets le slide suivant, puis après j'ai peut-être probablement des questions, donc on va voir. Donc l'idée c'est de conduire, de vous aider à conduire la transformation digitale, hein, sur ce sujet-là, hein. Avec un audit, je dirais, des process, d'audit aussi GXP 62304. Donc là, c'est vrai qu'on est très sur la 62304. Donc on a des clients aussi qui, effectivement, aujourd'hui ont des demandes, hein, sur cette méthode-là. Sur l'implémentation des tests, on a vu la semaine, enfin il y a 15 jours, il y a pas mal de tests qui sont faits encore en Excel. La validation continue, le DevOps, la 62304 en mode agile, hein. Et on fait de l'intégration pour implémenter des processus, je dirais, qualité, du design control ou du dossier technique, la gestion des requirements, de la GED avec notre plugin qui s'appuie sur Confluence, la migration de données, évidemment, et un volet formation. Et le slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc, généralement, hormis ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, hein, où on fait une prestation accompagnée avec un consultant qui connaît le 62304 ou la validation système informatisé et très bien l'environnement Atlassian, hein. Sinon, on a une autre méthode qui consiste à faire un diagnostic, une prescription, et ensuite de vous proposer, je dirais, l'accompagnement. Voilà. Donc on est à peu près dans les temps. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, par rapport à tout ce qui a pu être vu. Donc généralement, voilà, soit vous levez la main, puis je vous ouvre votre micro, comme ça, tout le monde partage votre question et on essaye d'y répondre. Alors, c'est toujours le premier qui est à se lancer, hein. Un peu plus difficile. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, en moyenne, alors j'ai une question. Alors, je vais essayer de vous ouvrir votre micro. Alors, il faut déjà que je vous retrouve. Voilà. Alors, il faut que vous activiez votre micro, Thierry. Comme ça, vous pouvez voter. Ah, c'est bon. Voilà, Là, vous l'avez là? impeccable. Si vous pouvez poser la question, reposer votre question, on la Oui, partager avec l'ensemble des participants. Ouais. pas de problème, je vais reformuler. Ma question, c'est oui, quel est en gros à partir du moment où on fait le choix éventuellement de basculer sur une dématérialisation de ces process-là, Ouais. quel est en moyenne le temps entre le moment où on prend la décision et le moment où ça fonctionne? Alors, je dirais que enfin, tout ce qu'on vous a montré là, hein, la gestion des risques, voilà, ça se configure et ça s'utilise. C'est quelque chose, c'est assez rapide, hein. Bon,
Donc, c'est pour ça que Je parlais pas, excusez-moi, je parlais pas de l'aspect technique, je parlais plus de l'aspect humain, puisque vous l'avez dit au départ, hein, on est dans la conduite du changement. Et je pense ouais, que pour moi, le facteur le plus bloquant, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est souvent effectivement la réticence à dématérialiser quelque chose on aime bien le papier, quoi. Voilà. ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est de faire la preuve par l'exemple. Ouais. Et donc, nous, généralement, le deal que l'on fait avec les clients, c'est qu'on le fait sur un projet pilote. Et en fait, il y a un consultant qui va dématérialiser sur un projet. Alors, D'accord. par exemple, sur les specs, par exemple sur les URS ou les FRS ou équivalents, Hmm. le consultant, il va importer, mettons, la moitié. OK? Et il va montrer comment on le fait avec Jira, comment on le met en œuvre avec Confluence, comment on le signe, etc. D'accord. Et quand Et vous donc, faites du ça coup, aujourd'hui, et du coup, ensuite, le client, ben, il s'approprie plus facilement puisqu'en fait, tous les petits cailloux, tous les petits problèmes d'export, de mise en page, de machin, etc., le consultant, il va le régler pour le projet, quoi. Et donc, du coup, ça va, en fait, on le fait à travers un projet, quoi. Donc, en fonction de la taille du projet, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Mais en fait, c'est la oui, méthode qui, aujourd'hui, pour nous, marche le mieux, quoi. Donc, c'est ce qu'on généralement, c'est appelle la un durée POC. du projet, quoi. Voilà. On appelle un POC en général. Un Proof of Ouais, Concept. c'est plus qu'un POC parce que nous, en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est que on fait le projet avec l'outillage et pour que le client il prenne pas de risque, on lui exporte, on lui garantit la capacité à tout exporter au format Word. Voilà. C'est-à-dire que s'il veut continuer Ah oui, en mode data centrique, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais si pour une raison X ou Y, il y a des choses qui lui plaisent pas, de toute façon, on lui garantit d'exporter tous les livrables au format Word et s'il le souhaite, de les signer ensuite avec DocuSign ou Saged ou autre chose, quoi. d'accord. Ok. Ok. Et en fait, c'est la méthode qu'on a trouvée qui est aujourd'hui la plus efficace, la plus simple. Voilà. Donc la réponse serait le temps d'intégration d'un projet donné pour la mise Oui, en œuvre, quoi, finalement. Ok, voilà. très bien. Voilà. OK. Donc on se met d'accord au départ sur les plugins qu'il va nous falloir, choses comme Oui, voilà. ça, hein. Très bien. Et Ok, puis, ok. bah, par contre, pour être capable de faire ça, il faut avoir des consultants qui soient formés, quoi, hein. Il ne faut pas Bah avoir oui, des parce que consultants qui découvrent les plugins et les on n'a pas produits. de temps à Sinon, perdre là-dessus, je comprends, ouais, tout à fait. ouais, Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. je vous en prie. Est-ce qu'on a une autre question? Toc, 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 pas de questions. Euh, Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Donc, on a téléchargé la présentation et vous allez recevoir, comment dire, un petit mail avec la vidéo. Et sinon, on va la télécharger dans. Ah, j'ai Pierre qui a une question. Alors, Pierre, on va essayer de le retrouver et pour lui ouvrir son micro. Voilà. Merci. Nous Merci Philippe. t'écoutons, Bonjour à Pierre. tous. Mm, C'est mm. une question un tout petit peu impertinente, Philippe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as des clients qui ont utilisé cette méthodologie de SMQ basée sur les outils Atlassian, qui ont vécu des audits 13485 avec succès et qui ont marqué CE ou FDA des produits Oui, avec oui, bien succès? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, D'accord. Très bien. bien sûr. Merci. Et de plus en plus, hein. Ah, bravo alors du coup en plus. Ouais, ouais. Il y a même certains clients qui étaient là tout à l'heure, là, qui en avaient commencé, je ne sais plus s'ils sont là, mais oui, oui, qui ont bien avancé, ils sont plus là, hein, ils sont partis. Non, non, attends, il y a pas de problème, hein. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis bah, merci à Albert et merci à François hein, pour ce travail de préparation.
Et voilà, on se tient à votre disposition. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.